c'est un bon projet. Hein. C'est un super bon projet. Ouais. Le business model, là, je ne l'ai pas très bien compris personnellement, l'histoire là. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était rafraîchissant. Ouais, mais les deux derniers projets là. J'aime bien le projet. Ils sont bons. Hein. Mais surtout, c'est très ambitieux. C'est septembre. Si tu venais là, c'était pour lancer d'abord ton prototype pour pouvoir accéder à quelque chose. Et dans cet esprit, on souhaite t'aider. Et donc tu vas obtenir le prix. Salut, c'est Patrick. Aujourd'hui, je suis entouré de Paul, d'Inès, de Bastien et de Tess. Pour faire quoi ? Eh bien, pour faire l'épisode numéro 3 de Match-Up. Aujourd'hui, on voit 5 candidats. Et je pense que les projets vont déchirer. À tout de suite. Oui, je suis Camille Sauton, je suis ingénieur agronome. J'ai grandi et j'ai fait mes études à Lyon et je travaille actuellement du coup sur le développement de mon projet Ferme à Verre. Hello. Hello. Bonjour Camille. Salut Camille. Bonjour. Comment vas-tu ? Super, et vous ? Mais super bien. Écoute, c'est simple, t'as 3 minutes pour nous pitcher ton projet et nous dire qui t'es. Ok, allez, je démarre ? C'est à toi. C'est parti. Imaginez une révolution dans le monde agricole où l'insecte deviendrait l'allié des agriculteurs. C'est le projet qu'on a avec Ferme à Verre. Je suis Camille Sauton, ingénieur agronome et j'ai le plaisir de vous pitcher aujourd'hui Ferme à Verre. Je suis parti d'une problématique qui est celle de la dépendance aux protéines en agriculture et je me suis concentré sur la filière volaille. Concrètement, pour nourrir une poule, on doit lui donner environ 25% de protéines. Et cette protéine, aujourd'hui, elle est majoritairement apportée grâce au soja. Mais le soja, il a 2 problèmes principaux. Un problème d'ordre environnemental, c'est la principale cause de déforestation dans le monde. En fait, on vient raser des pans entiers de forêts amazoniennes pour venir cultiver massivement du soja. C'est une culture qui demande beaucoup d'eau et beaucoup de produits phytosanitaires. Et en plus de ça, on le produit à l'autre bout du monde, en grande majorité au Brésil et en Argentine. Et donc, on vient rajouter toute la pollution liée à l'approvisionnement logistique de ce soja. Et on a une deuxième problématique, cette fois-ci économique, et qui va concerner directement nos clients, les agriculteurs, puisque le soja est relativement cher, 1 200 € la tonne, et surtout est soumis à de fortes fluctuations des prix, qui sont liées soit à des événements géopolitiques, par exemple la guerre en Ukraine, où l'Ukraine a subi la fermeture de ses exportations agricoles, et mécaniquement ça a fait augmenter le prix de plein de matières premières agricoles, dont le soja, ou des événements climatiques comme la sécheresse en Inde, où de la même manière l'Inde a vu ses rendements baisser, et donc une augmentation des prix du soja. Nous, on a cherché une alternative à ce soja et on s'est assez rapidement intéressé au pouvoir des insectes, à leur potentiel protéique exceptionnel. Et donc la solution qu'on a voulu porter avec Ferme à Verre, c'est une solution d'un outil de production pour les agriculteurs, pour les aider à produire de l'insecte. Avec nos modules du coup, de production de larves de mouches soldats noirs, les éleveurs de volailles vont soit pouvoir retrouver une autonomie protéique en produisant des insectes qu'ils donneront ensuite à leurs volailles, soit une autonomie financière en produisant des insectes qu'ils revendront ensuite à d'autres utilisateurs. Nos ambitions, on en a plusieurs. La première, c'est de devenir la première coopérative de l'insecte en France. Ensuite, on souhaite pouvoir répondre à l'augmentation du besoin protéique dans le monde, qui va être à plus 50% à horizon 2050. Et enfin, produire une protéine plus durable et plus saine de manière locale. Notre prochaine étape, ça va être la mise en place d'un prototype pour tester nos conditions de production de larves de mouches soldats noirs. Et c'est pour ça qu'on a candidaté à Match-Up, justement pour avoir un accompagnement sur la structuration financière de l'entreprise dans la mise en place de ce prototype, et on va devoir passer également par une levée de fonds. Je vous remercie pour votre attention, et si vous n'êtes toujours pas convaincu du potentiel protéique exceptionnel des insectes, je vous laisse goûter par vous-même. Merci, avec grand plaisir pour goûter. C'est quoi ton business model ? C'est que tu vends des kits pour que les gens puissent... C'est ça, je vends des kits pour que les gens puissent produire de l'insecte, et en fait on est sur un business model hybride où on vient vendre effectivement des kits, mais la majeure partie quand même du business model, c'est ensuite sur de l'accompagnement des agriculteurs. Et donc toi, la future société que vous voulez mettre en route, c'est la production ou c'est la mise en place de la production chez les agriculteurs ? Il faut envisager ça comme une coopérative agricole, donc on aura un petit peu le même rôle qu'une coopérative classique. On accompagnerait les agriculteurs dans la production et on s'occuperait de toute la partie hors production sur l'exploitation, donc tout ce qui va être l'amont agricole, donc les fournitures,
les fournitures pour nourrir les insectes, les œufs des insectes également. Et après, toute la partie sortir de l'exploitation agricole, où un gros enjeu pour eux, c'est la production qu'ils vont réaliser. Il faut qu'elle soit vendue avant de la réaliser. Quand vous mettez en place les installations, est-ce que ensuite les éleveurs ils sont un petit peu dépendants de vous? Par exemple, tu disais qu'il fallait nourrir ces fameuses larves. Pour les nourrir, il faut quoi? Il faut qu'ils repassent par vous, qu'ils achètent de la nourriture ou pas forcément? En fait, soit ils auront de la nourriture directement sur place, et nous, en fait, au moment où on viendra vendre l'unité de production, on fera un espèce de diagnostic de la nourriture, savoir s'il y a de la nourriture sur leur territoire, sur leur exploitation, ou s'il faut mettre en place une filière d'approvisionnement. Mais du coup, pour répondre à la question de dépendance, c'est sûr qu'il y aura de la dépendance du coup à notre entreprise. Donc, est-ce que d'un point de vue marketing, est-ce que presque vous pourriez par exemple proposer d'installer gratuitement les kits et ensuite, par contre, de Rémunérer rentabiliser l'éleveur. sur Complètement, c'est Bien différents ça. modèles qu'on est en train d'étudier, être associé potentiellement à une banque, on pense notamment au Crédit Agricole vu que c'est l'acteur majeur en agriculture, et que l'éleveur puisse soit, si lui il le souhaite, investir directement, ou alors plutôt un modèle où leasing, ou encore où nous on fournit et derrière l'agriculteur est un prestataire pour nous. Et en termes financiers, du coup, vous avez chiffré un petit peu tout ça. Vous avez un prévisionnel où vous arrivez déjà à vous projeter sur ce que ça peut donner dans les prochaines... Donc on a fait beaucoup de prévisionnels différents parce qu'il y a encore pas mal d'hypothèses à ce stade. Mais en tout cas, le prévisionnel, il se base principalement sur le nombre de ventes au début, avec l'idée, du coup, si on parle du prévisionnel et un petit peu de la roadmap, c'est en gros d'avoir une mise en test, là, comme je vous en ai parlé, du prototype, pendant 6 mois pour tester en conditions réelles. À la suite de ça, commencer les ventes avec un objectif du coup de 5 ventes en première année. Je sais que c'est compliqué, mais 5 ventes, ça fait combien de chiffre d'affaires à peu près 5 ventes du coup sur des modules à 90 000. Si on sort toute la partie accompagnement, du coup, on serait à peu près sur 450 000 euros de chiffre d'affaires. On peut rajouter un petit peu du coup sur... L'installation donc coûte 90 000 euros, ça? C'est ça. Ok. Et pour les démarcher, ces agriculteurs, tu as déjà une technique, tu sais un peu comment tu vas faire ou pas? On a testé un petit peu plusieurs choses. Après, dans le monde de l'agriculture, on n'a pas une énorme expertise en commerce dans le monde de l'agriculture, mais de ce qu'on a pu voir, ça va être beaucoup de terrain quand même. Donc, l'idée à terme, c'est d'avoir quand même des commerciaux terrain. Merci Camille. Génial. Merci à vous. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, mange-le. Non, j'y mange. arrive pas, j'y arrive pas. Allez, tout à l'heure, elle l'a dans ta main. Ça a aucun sens. Eh, Enfin, C'est un bon projet. c'est un super bon projet. Et soulagé, on va dire. Hein. Je suis content que ça se soit passé, et bien passé en plus, je pense, donc soulagé. Je m'appelle Arthur, j'ai 25 ans et je suis originaire d'Angers. Bonjour. Bonjour Arthur. Bonjour Arthur. Arthur, tu as 3 minutes pour nous pitcher ton projet. Donc c'est parti. Très bien. Bonjour. Envisagez-vous un monde où nos terrains de sport favoris ne résonnent plus des cris des victoires et de camaraderie. Malheureusement, suite à la crise sanitaire et plus récemment à l'inflation des prix, de nombreuses associations sportives se retrouvent en difficulté financière. En parallèle, l'expérience pour les joueurs proposée par les clubs et les fédérations n'a pas ou peu évolué depuis de nombreuses années. Je m'appelle Arthur, j'ai 25 ans et je suis angevin de souche. Et c'est face à ces deux constats que j'ai décidé de lancer le projet Challenge. Challenge, une application destinée à connecter les sportifs, les clubs et les entreprises. Vous l'aurez compris, le sport est bien plus qu'une passion. C'est une source de liens sociaux, d'émotions intenses et un réel vecteur de transmission. Et c'est à travers Challenge que je souhaite donner un nouvel élan au sport amateur en permettant aux entreprises de récompenser les sportifs chaque week-end en fonction de leur performance. Un moyen de communication efficace et puissant pour les entreprises, des revenus alternatifs pour les clubs qui peuvent vendre de la visibilité supplémentaire à leurs partenaires, une expérience ludique pour les licenciés et joueurs des clubs amateurs. Ce sont les promesses de Challenge. Alors vous devez sûrement vous demander la manière dont je vais réussir à monétiser l'application. Eh bien, les entreprises vont pouvoir profiter du rayonnement de l'application et de sa communauté pour travailler sur leur image de marque, leur notoriété, acquérir de nouveaux clients et fidéliser et donc développer leur chiffre d'affaires. Ce sont ces services que je souhaite vendre aux entreprises à travers des campagnes marketing ciblées, sur mesure et impactantes.
Mes ambitions à court terme sont claires. Je souhaite développer et adresser une première version de l'application dès septembre aux licenciés d'une dizaine de clubs amateurs sur la région angevine, afin de co-développer avec les utilisateurs une version finale pour septembre 2025. Mon objectif à 2 ans est de réunir 15 000 utilisateurs actifs. À plus long terme, je souhaite continuer le développement de l'application, élargir l'offre existante et m'adresser à d'autres sports, collectifs et individuels, pour devenir la plateforme de référence dans le monde du sport amateur et de pouvoir réunir plus de 150 000 utilisateurs actifs, aider 3 000 clubs et travailler avec plus d'une centaine de partenaires. Comme vous avez pu le constater, Challenge est bien plus qu'une application. C'est une opportunité unique de révolutionner le monde du sport amateur en transformant l'expérience des joueurs, des clubs et des entreprises. C'est également l'opportunité de créer une communauté dynamique et engagée où le talent est récompensé, les clubs de sport amateur sont soutenus, les partenariats sont renforcés et où le sport est célébré. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis ravi d'entendre vos questions. Merci. Merci beaucoup. Très beau pitch, Arthur. Super. Merci. Comment tu sais que, mettons, je suis joueur de foot amateur, que j'ai gagné dimanche? Ça, du coup, c'est toute la complexité du projet pour le moment. L'objectif, c'est de récupérer une data qualitative chaque week-end sur les résultats des différents sportifs, sur différents sports. Donc tu peux jouer même sur des U16, etc. L'idée, c'est vraiment de pouvoir cibler à partir du 15, puisque les résultats à partir de la catégorie U15, donc ça représente un adolescent de 14 ans, les résultats sont en ligne. Pour vous donner un ordre d'idée, nos résultats, moi je joue le dimanche à 15h, on a le résultat des autres équipes à 18h. Donc c'est de pouvoir à long terme réussir à établir des partenariats avec les fédérations qui, eux, pourraient voir le bénéfice pour les clubs et nous partager cette donnée pour qu'on puisse automatiser ce processus. Personne ne sait ça, toi l'idée en fait, c'est concrètement, tu vas vendre l'espace publicitaire de ton application à des marques et tu vas le faire un peu plus pousser pour faire vraiment des campagnes sur mesure. Exactement. L'idée, c'est de créer une réelle expérience ludique pour les licenciés qui puissent récupérer après chaque performance des rewards, des bons d'achat à utiliser dans la semaine ou dans le mois. Tu vas récupérer les matchs, le prénom de Pierre, Paul, Jacques. Comment tu arrives à savoir que Pierre, Paul, Jacques, il est entrepreneur, il est dans tel secteur d'activité, etc. On pourrait très bien imaginer à plus long terme pouvoir créer des campagnes de remarketing par exemple et si un de nos utilisateurs a établi une recherche sur Google pour se renseigner sur la création d'entreprise, pouvoir sur l'application lui proposer ce bon de réduction. Donc c'est quoi ton business model Le business model, il est assez simple et c'est pour ça que j'ai évoqué le chiffre de 15 000 utilisateurs. Mon objectif, c'est de réussir à générer 1 euro par utilisateur par mois à travers du coup ces campagnes-là. Moi, ce qui est intéressant en tant qu'entreprise, c'est peut-être le fait de savoir que tu drives une plateforme, sans parler de l'application, mais un site, une communauté où tu as peut-être 150 000 personnes qui te suivent. Et là, je me dis, OK, il y a un réel intérêt. Bien sûr, du coup, j'ai prévu de créer des réseaux sociaux, des pages sur les réseaux sociaux. Dernière question, c'est qui développe ton appli? Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé la solution par rapport à ça. Les deux opportunités, les trois qui s'offrent à moi, c'est soit de me former sur un outil no-code, type Flutter, et ça prendra forcément un peu plus de temps, soit de passer par une agence ou de faire appel à un freelance, qui sera un peu plus coûteux, ou soit de réussir à m'associer à quelqu'un avec un profil beaucoup plus technique que moi, qui sera en charge de cette partie-là. Okay. Et tu veux sortir une première version en septembre, c'est ça? Exactement. Ok, bon, c'était le mot de la fin. Arthur, merci à toi. Merci à vous. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao. J'aime le mec, le pitch était bon. Le mec est bon, je suis persuadé. C'est C'est super. d'un mois et demi. Il y a un truc d'entrepreneuriat qui se met en route.
Non mais c'est le genre d'applications qui sont trop compliquées à lancer en fait. Mais surtout, c'est très ambitieux, c'est septembre. Non, j'ai pas su répondre à toutes les questions, mais j'ai essayé d'apporter un maximum d'éléments de réponse. Le temps était un peu court et j'aurais aimé parler de plein d'autres sujets et d'idées que j'aimerais développer autour de l'application. Alors je suis Maëlys Port, je suis le cofondateur de Moonsea et je m'occupe de toute la partie technique et fonctionnelle pour notre application. Je m'appelle Rebecca, je suis la cofondatrice de Moonsea. Bonjour. 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 Bonjour Rebecca, bonjour Maëlys. Vous allez bien? Ça va bien et toi? Très bien, merci. Vous avez 3 minutes pour nous présenter votre pitch. Ok. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un couple devenu parent. Avant d'être parents, ce couple faisait pas mal d'activités et avait une vie sociale épanouie. Mais depuis qu'ils sont parents, ils ne parviennent plus à prendre du temps pour eux. Les sorties au cinéma, les verres en terrasse avec les copains, les soirées en amoureux, tout ça, c'est terminé. La raison, le manque de solutions de garde occasionnelles et sécurisées. Alors évidemment, la parentalité, c'est une très belle aventure pour eux, mais malgré tout, de temps en temps, ils ressentent le besoin de prendre du temps et de faire une pause. Et ce besoin précis ne se prévoit pas plusieurs jours à l'avance, c'est sur le moment, comme on dit. Alors, tous ces éléments pèsent sur leur morale. Et j'ai un trou. Et tous ces éléments pèsent sur leur morale. Mais le cas de ce couple est loin d'être anodin. 75% des parents affirment que la parentalité a eu un effet négatif sur leur vie sociale. Et plus dramatique, un couple sur 4 se sépare quelques mois seulement après l'arrivée d'un enfant. Alors ce qu'il faudrait, ce serait une solution qui permette aux parents de prendre du temps pour eux et de se reposer, même à la dernière minute, et de manière sécurisée pour leur enfant. C'est à partir de ce constat qu'on a décidé de fonder Moonsea. Alors comme vous en doutez, l'histoire de ce couple est proche de la nôtre. Et le stress. Alors Moonsea, c'est une application qui permet aux parents de trouver des babysitters de confiance et des idées d'activités de sortie autour de chez eux. Le tout sur une seule et même application. Alors notre business model repose sur 3 piliers. Une commission sur chaque garde réalisée, un abonnement pour les parents afin d'avoir un accès complet de l'application et un système d'heures de garde cofinancé par les employeurs pour leurs salariés. Alors, des applications qui mettent en relation des parents et des babysitters, ça existe. Nous, ce qui nous distingue, c'est un processus rigoureux de sélection et de mise en avant des babysitters qui inclut la passation de tests psychométriques qui évaluent par exemple l'empathie, la reconnaissance des émotions, l'impulsivité, etc. Ensuite, on fait du référencement d'activités locales pour les parents pour encourager la garde. Et enfin, on se positionne sur la garde occasionnelle, qualitative et sécurisée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a plus de 16 millions de parents et le marché de la garde d'enfants a généré plus de 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et connaîtra une croissance de plus de 5,5% d'ici 2028. Et si on tient compte en plus de toutes les tendances qu'il y a aujourd'hui autour de la parentalité, on est vraiment convaincu que le marché est prêt pour notre solution. Je suis Maëlys Port, cofondateur de Moonsea. Je m'occupe de toute la partie technique et fonctionnelle de notre application et j'ai une dizaine d'années d'expérience dans le service informatique et la conception. Et moi, je suis Rebecca, la cofondatrice de Moonsea. Initialement, je suis neuropsychologue, mais j'ai également obtenu un MBA en 2019 dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Et donc, chez Moonsea, je m'occupe de la partie plus opérationnelle. Alors aujourd'hui, on est incubé chez Entrepreneurs dans la ville et nous avons déjà été primés par la BPI pour notre projet. Nous avons lancé très récemment notre application sur les différents stores, Android et iOS, et nous avons déjà plus de 200 téléchargements et une centaine d'utilisateurs inscrits. Nous souhaitons devenir le partenaire dans 5 ans de l'épanouissement parental à travers l'expérience et la garde. Alors aidez-nous à atteindre cet objectif car nous sommes convaincus qu'un parent épanoui, c'est aussi un enfant épanoui. Merci. 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 Très bon pitch. Bravo. Merci. Désolé pour tout ce stress. On avait hâte de faire transparaître notre énergie. Aucun souci. Elle est chère votre appli par rapport à ce qui se fait déjà ou pas? Il attaque dans le dur. Cher, c'est-à-dire sur la commission qu'on prend. Ouais, sur la commission et tout. On est dans la commission moyenne, on est à 24% de commission sur la garde. Moi, je pense que c'est pas un problème, au contraire, le fait que ce soit cher, ça rassure. Oui, même. Bien sûr, effectivement. C'est pour montrer le travail qu'il y a derrière. Exactement. Et en plus, il y a du boulot. Donc voilà. Vous êtes combien de babysitters à l'heure actuelle sur l'application? Alors sur l'application, on est à combien? On est à une quarantaine inscrits de babysitters pour du coup une soixantaine de... En sachant qu'on n'a pas dit qu'on se développe à Lyon. Quel est le statut social des babysitters? Parce que
Moi, j'étais babysitter quand j'étais étudiant. Bon, j'ai pas eu de fiche de paye. Il y a prescription, on va oublier. Je pense que c'est une pratique qui doit continuer, Oui, je c'est ça. suppose. C'est quand même le plus gros compétiteur, là, finalement. C'est pas trop les autres applications. Enfin, moi, je vois ça comme étant plutôt le gros concurrent. Oui, Quoi. nous aussi. Enfin, vas-y. Non, mais tout à fait. En fait, on aimerait ramener notre objectif, notre vision, c'est de ramener ce côté bouche à oreille qui apporte de la confiance. C'est la fille de la voisine, c'est voilà, un proche. Ce qui n'est pas forcément d'ailleurs une bonne solution, Non, dans mais le c'est vrai sens que- où, au cas où il y a un pépin, on ne sait pas comment la personne peut réagir. Hein. Tout à fait. Et c'est pour ça aussi que notre application, on prend une commission certes, mais on apporte aussi cette sûreté du paiement. Donc nous, on fait de la mise en relation. Donc après, c'est un contrat entre les parents et la babysitter. Et c'est justement en plus dans nos valeurs, nous on veut libérer les parents de leur charge mentale. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'a pas beaucoup abordé, on parle du babysitting, mais on référence aussi des activités. Le but c'est de dire aux parents, ben voilà, il y a des choses cool à faire autour de chez vous, mais on ne fait pas garder ces enfants que pour aller travailler. Et du coup, aujourd'hui, vous avez réalisé combien de gardes d'enfants via le site avant et maintenant l'application ? Alors le site avant, c'était pour tester notre POC, alors on ne se rémunérait pas, c'était gratuit, on en a fait une 30aine. Okay. Et là, l'application, elle est fraîchement publiée, donc on a une 20aine de demandes de garde. Donc je pense qu'il y a des parents qui ont dû tester et annuler, parce qu'il y a eu des annulations, il y a eu des matchings qui n'étaient pas possibles, donc les babysitters qui disaient qu'elles n'étaient pas... voilà. Et là, on est à quasiment une dizaine de gardes réalisées sur l'application en une semaine. C'est les gens qui se déplacent c'est le babysitter qui se déplace chez les oui. parents, C'est au domicile des parents. D'accord, ok. Et aujourd'hui, en termes de prévisionnel financier, qu'est-ce que vous envisagez sur les prochains... Alors on a prévu pour la première année un chiffre d'affaires aux alentours de 70 000 euros. Pour la deuxième année, vu qu'on a l'ambition de développer toutes les autres, notre autres sources de revenus, on a établi un prévisionnel de chiffre d'affaires de 900 000 euros. Et puis après, sur la troisième année, 3 millions, 6 millions pour atteindre au bout de 5 ans 12 millions de chiffre d'affaires. Bon, et avec les 5 000 euros, si vous les gagnez, qu'est-ce qui se passe ? Pour attaquer un marché de B2C, il faut de la visibilité, il faut de la communication. Donc ces 5 000 euros vont nous aider pour démarrer, parce qu'on sait très bien qu'avec 5 000 euros, on va pas... mais ça va nous permettre déjà de commencer à pouvoir faire de la communication sur les réseaux sociaux. On le fait déjà, mais de pouvoir un peu plus accélérer cette partie-là. Trop cool. Okay. Bon, super. Génial. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Super pitch. Et c'était très bien. Merci. Merci. L'histoire là, en tout cas moi j'ai trouvé que c'était rafraîchissant. Ouais, mais les deux derniers projets là, Ils sont bons hein. Super soulagé, super bien. Oui, j'ai pu répondre à toutes les questions. Je suis même plutôt satisfaite de ma prestation pour les questions. Je m'appelle Laurie, j'ai 31 ans et je viens de Toulouse. Je pense que la lumière m'indique. Bonjour. Bonjour Laurie. Bonjour Laurie. Enchantée. Enchantée. Tu as 3 minutes pour pitcher ton projet. Ok, allez c'est parti. Donc bonjour, je m'appelle Laurie, j'ai 31 ans, je viens de Toulouse et aujourd'hui je viens vous présenter Recyclap. Mais avant, j'ai des petites questions pour vous. Est-ce que vous sauriez me dire dans quelle poubelle on jette un briquet ? Je ne fume pas. Je fume pas. Ouais, plastique. Dans le tri. À la déchetterie parce que c'est un produit dangereux. Il peut y avoir du gaz encore dedans. Dans quelle poubelle on jette un paquet de chips ? J'essaie d'être plus intelligent que la moyenne. C'est quoi, il y a un petit peu d'alu là-dedans ? Dans le plastique, ouais. Aux ordures ménagères. Parce qu'en fait, c'est un emballage qui est complexe. Il y a du plastique, il y a de l'aluminium. On ne sait pas encore les dissocier, donc on ne peut pas les recycler. Donc poubelle classique. Dans quelle poubelle on jette une bouteille de Javel ? Moi, je réponds plus. Hein. À la déchetterie, moi. Alors, si elle est pleine, en effet, c'est à la déchetterie, produit dangereux. Si elle est vide, c'est dans le recyclage. Ça sera trié spécifiquement dans l'usine de tri. Alors, il faut savoir que tous les emballages ne sont pas recyclables. Même si on essaye de nous dire qu'il faut tout mettre au recyclage, c'est pas vrai, on recycle pas tout. Par exemple, si vous avez des emballages qui sont imbriqués les uns dans les autres, un opercule qui est dans un yaourt, ou un emballage complexe comme le paquet de chips, ça sera sorti de la chaîne de tri, renvoyé avec un camion à l'incinérateur ou à la comment on appelle ça ? Le site d'enfouissement.
Et avec toute la logistique et les coûts que ça implique, hein, en fait, c'est nos impôts qui payent tout ça, la fameuse taxe TEOM. Donc les déchets, ça coûte très très cher. Est-ce que vous avez une idée de combien ça nous coûte en France par an? Du tout. Moi, ça se compte en milliards, je pense. Ouais. Forcément, oui. C'est 20,6 milliards d'euros par an. Et tout ça, c'est encore une fois, hein, c'est nos impôts, hein, c'est nous qui payons. Mais ce n'est pas le seul problème des déchets. En fait, on croule sous les déchets. Les déchets, on en a trop, ça déborde. En France, en 2020, on a produit 310 millions de tonnes de déchets. Est-ce que vous savez, en pourcentage, combien on en a recyclé? 70%. Moins. Moi, j'aurais dit 30, quelque chose comme ça. Moins. Moi, j'aurais dit 10%. Moins. 5. Ah ouais 4,9%. Oh. 4,9%, c'est rien du tout. Et paradoxalement, en fait, c'est ce qui... On va dire le tri, c'est le premier geste que font les gens pour l'écologie. Mais en fait, on ne sait pas trier, on trie mal. Ça se différencie en fonction de si vous êtes à Toulouse ou à Lyon. Moi, la poubelle, elle est bleue. Chez vous, elle est peut-être jaune. Dans les Landes, il n'y a pas de poubelle de ramassage au pied des maisons. C'est dans des bornes de collecte. Donc tout ça fait qu'on n'y comprend plus rien. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer Recyclap. Recyclap, en fait, c'est une application qui va aider les utilisateurs à mieux trier leurs déchets, mais aussi les collectivités locales à gagner du temps et aussi économiser de l'argent sur leur gestion des déchets. Comment ça fonctionne? En fait, c'est une appli qui... un petit scan, vous scannez le code barre et ça vous dit toutes les informations qu'il y a dans les emballages et comment mieux les trier. Voilà. Super. Génial. Merci. Merci beaucoup. Et la question 1 million, comment tu gagnes de l'argent, toi? Alors en fait, mes utilisateurs ne sont pas mes clients, c'est-à-dire que l'idée c'est que n'importe qui puisse utiliser l'application, c'est même le but, hein, que tout le monde trie ses déchets. Par contre, moi je vais aller voir les collectivités locales et je vais leur dire, regardez, cette application, elle vous fait gagner tant de temps sur votre gestion des déchets, tant d'économies sur toute la logistique que vous avez à faire. Je peux vous aider et c'est à eux que je vais la vendre. Mais je ne vais pas forcément vendre l'application en elle-même, parce que n'importe qui peut la télécharger. Je vais plutôt leur vendre des prestations d'aide, de la sensibilisation auprès de leurs citoyens, ce genre de choses. Je suis encore en train d'élaborer mes offres. Qu'est-ce qui va se passer de plus ou de moins? Si tout le monde trie bien ses déchets, Oui. bah, moi j'ai fait mon job. J'y gagne tout en fait. D'accord. Dans le sens où la sensibilisation a fonctionné. Je peux, c'est en cours de création, c'est pas encore bien fignolé dans ma tête, mais l'idée ça serait de distribuer aussi, d'avoir un espèce de site de vente, de distribuer en fait aux gens des composteurs si ils en ont déjà un par la mairie mais que le leur il est cassé, des composteurs spécifiques pour les appartements, des bacs à piles, des bacs à ampoules. Alors, le business model, moi j'ai un peu compris. Par contre, financièrement, je vois pas comment tu arrives à te financer. Alors moi je mets une nuance sur les gens qui sont sensibilisés. On va dire que ça dépend des générations et ça dépend du secteur. Parce qu'il y a des gens qui en ont rien à faire. Oui. Alors moi, je ne suis pas là pour leur taper sur les doigts en disant « Ah, il faut que tu recycles, nanana ». Moi, je suis juste là pour leur dire « Si vous avez envie de recycler, moi, je suis là pour vous aider. Je vais vous montrer comment on fait. » On a objectif 2035 zéro déchet. Je peux vous dire qu'on en est bien loin. Vraiment, on n'a même pas commencé, en fait. Donc, il y a un enjeu, on va dire, politique derrière, qui fait que les collectivités locales doivent s'emparer du sujet. De toute façon, elles vont y être obligées. Par contre, les entreprises, elles n'ont pas vraiment... Voilà, pour le moment, on ne les oblige pas à grand-chose, juste à ce qu'on les récupère les déchets, quoi, c'est tout. Donc moi, l'idée, c'est aussi d'avoir ce côté-là, d'aller venir voir les entreprises au-delà des collectivités locales, hein, qui, eux, enfin voilà, elles savent déjà, mais aussi d'aller voir les entreprises, de leur dire, bon, bah, écoutez, là, vous produisez tant de déchets, parce qu'ils les pèsent, hein, les déchets, quand ils récupèrent. Vous produisez tant de déchets, venez, je vais vous montrer comment on fait pour réduire ces déchets. Pourquoi je sortirais 15 000 €, justement, pour me sensibiliser à ça? Ben, en fait, tu ne vas pas les sortir, tes 15 000 €. Moi, je vais te les faire garder. Parce que quand tu vas économiser, quand tu vas recycler, tu vas payer moins, au final. Parce que les entreprises, quand elles payent pour faire récupérer leurs déchets, bah, si derrière elles sont obligées de tout remettre ensemble parce que tu as mal trié tes déchets, bah, ça leur fait de la logistique aussi. Donc si tu tries mieux, elles ont moins de logistique, elles te font payer moins cher. Ok, non, c'était la réponse que j'attendais. Ok, merci Laurie. Merci beaucoup, à toi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Super bien défendu ton projet. Hein.
Elle était super passionnée, je trouve, par son truc. Elle savait tout sur. J'entends bien, oui. Mais moi, j'ai du mal à voir comment Je elle va trouve gagner de que l'argent. Ouais, moi aussi. le côté application fait moins rêver finalement. Moi, j'avais envie de lui demander pourquoi elle mettait pas de la pub sur son appli. En fait, non, mais moi je Parce qu'elle ne va pas paraître pour du greenwashing. Ouais, mais en fait, C'est ça, et c'est pour ça que je l'ai un peu titillé. sur avec ça à les la fin. collectivités, c'est pas très scalable. Ouf, c'était très stressant, je tremblais, mais maintenant que c'est passé, ça va mieux. J'ai mis trop de temps à parler et j'aurais bien rajouté la petite partie manquante parce que en fait, ça répondait à certaines questions. Je m'appelle Léna, j'ai 21 ans, je viens de Lille et mon projet c'est d'ouvrir un garage dans l'esthétique automobile. Bonjour. Bonjour. Salut Léna. Merci. Ça va? Super. Ouais. Bon, t'as 3 minutes pour présenter et après on échangera. Ok. Bonjour, je suis ravie d'être ici. Je m'appelle Léna, j'ai 21 ans et je viens de Lille pour Matchup. À seulement 21 ans, je suis convaincue qu'à travers mon projet, je suis capable de combattre certains préjugés. En effet, j'ai décidé de créer mon entreprise de covering automobile. Vous devez vous demander, mais qu'est-ce que le covering ? C'est l'application d'un film sur la carrosserie d'un véhicule. Cela peut être dans le but de changer la couleur, totalement ou par touche, avec une couleur unie ou un design plus créatif. Un covering peut être aussi l'application d'un design publicitaire, par exemple sur les utilitaires des artisans ou sur les véhicules de société, comme Dougs. Dans mon entreprise, All Création, je proposerai aussi d'autres services de prestations esthétiques sur les véhicules que je pratique, comme la mise en peinture de certains éléments, la pose de vitres teintées ou la création de ciels étoilés. C'est en juin 2023 que je découvre l'esthétique automobile en voulant réaliser moi-même mes vitres teintées sur mon véhicule personnel. En réalisant ce DIY, je me suis découvert une véritable affinité avec cette activité et je me suis directement projetée à en faire mon métier. Avec comme objectif de créer mon entreprise, je me suis formée de façon professionnelle à cette activité et j'ai aussi suivi une formation certifiante, construire et conduire un projet entrepreneurial, dans le but de créer mon entreprise. J'ai un petit bug, excusez-moi. C'est pas grave. C'est quoi la suite? Tu crées ta boîte et tu... Ouais. Le monde automobile a connu une croissance fulgurante depuis les 15 dernières années et cette croissance s'est démultipliée depuis 2020, notamment grâce aux réseaux sociaux. Pourtant, le nombre de femmes dans le monde automobile n'a pas évolué. En France et en Europe, on compte seulement 95% d'hommes dans le monde automobile, tout corps de métier confondu, contre seulement 5% de femmes. Pourtant, autant d'hommes que de femmes possèdent un véhicule, donc pourquoi pas élargir ce domaine à la jante féminine. Je souhaite m'attaquer au milieu automobile de façon... Excusez-moi, Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Respire, t'inquiète pas. Tu souhaites aborder le monde automobile? Je souhaite m'attaquer au milieu automobile avec une vision féminine et pourquoi pas profiter de mon projet pour motiver d'autres femmes à s'insérer dans le milieu automobile et à créer leur entreprise. C'est une bonne idée. Excusez-moi. Je m'en doutais. Ne t'inquiète pas. Tu comprends aux questions? Après voilà, on peut échanger, ça va venir, ça va revenir, tu auras d'autres trucs à nous dire. Oui, le marché automobile a été évalué à 1,4 milliard à l'échelle mondiale et une croissance est évaluée à 10% par année de 2020 à 2031. En tant que jeune femme, c'est pas forcément évident de s'insérer dans le milieu automobile. Je dois décupler d'efforts pour m'affirmer et j'ai besoin de votre soutien pour cela. Okay, merci beaucoup. Super. Merci Léna. Un petit peu de... de stress, c'est normal. C'est pas de souci. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, hormis le fait que tu sois une femme, ferait la différence dans le covering?
Je souhaite m'adapter au marché. Par exemple, l'électrique, c'est vraiment quelque chose qui a connu aussi une très forte augmentation les dernières années et qui va d'autant plus se multiplier les prochaines années. Les Tesla, par exemple, sortent uniquement en couleur blanche, rouge ou noire. Donc, je souhaite me spécialiser sur les véhicules électriques. Il y a énormément de demandes sur les Tesla. C'est un marché à atteindre. Donc, je souhaite apporter ma touche féminine donc, à ce marché. Tu vas peut-être aussi t'attaquer à une cible plus féminine, du fait que tu es une femme. Et Oui. peut-être de la manière dont tu vas communiquer aussi. Oui, là-dessus. pourquoi pas. La clientèle que je vise est majoritairement des hommes, de par une étude de marché. Mais justement, le fait d'être une femme, je souhaite attirer une clientèle de femmes. Comment tu vas pouvoir faire du covering? C'est toi qui vas le faire ou parce que ça nécessite quand même une habileté très particulière, Oui. une expérience? J'ai été formée à la poste de covering et ensuite j'ai réalisé un stage de plusieurs semaines où j'ai eu la chance de poser vraiment de superbes créations sur vraiment des voitures d'exception. Donc ça me fait pas peur de manier des très belles voitures. Je sais que j'ai la minutie et le soin fait pour le faire. Est-ce que tu as justement un photobook pour pouvoir effectivement le promouvoir? Tu as une Oui. chaîne, tu as une communauté? J'ai Comment ça pas se encore passe? créé mon entreprise. Justement, j'ai oublié dans la partie de mon pitch. Mon entreprise All Création a un lancement prévu le 1er juillet 2024 D'accord. avec un chiffre d'affaires estimé à 80 000 € pour la première année. Et j'ai pas encore créé la communauté. Je souhaite bien sûr promouvoir mon entreprise sur les réseaux sociaux, énormément, et aussi via un site internet. Et de par les réseaux sociaux, je pense qu'on peut créer maintenant une vraie communauté autour d'une marque et d'une personnalité aussi. Carrément, et en plus, vu qu'il n'y a pas en effet beaucoup de femmes qui font du covering, sur les réseaux, ça pourrait grave marcher ça. Ouais. On a parlé de professionnels, de particuliers. Oui. Ça va être quoi un petit peu ta clientèle? Les particuliers, ce seraient des personnes forcément avec un attrait pour le monde automobile déjà. Et ça serait à peu près du 50-50 particuliers et professionnels. Et les professionnels, ça peut être autant un artisan qui souhaite poser un covering sur sa voiture ou une société, peu importe l'échelle, qui souhaite floquer un ou plusieurs véhicules d'entreprise. Et ça peut être aussi des concessionnaires ou des garages qui souhaitent préparer des véhicules à la vente. Ok. Je me rappelle plus le chiffre d'affaires que tu as mentionné. 80 000. 80 000 €. 80 000, donc tu espères avoir combien de clients à peu près en moyenne entre 20 et 50 en fonction du panier moyen? Pareil, à la semaine, ça dépend de la prestation. Si c'est un covering, ça va être un client à la semaine. Mais au mois, si on étale avec les diverses prestations que je souhaite proposer, on serait plutôt à une quinzaine de clients. Ok. 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 Pas d'autres questions? Tout est good pour moi. Je pense qu'on est bon. Super. Bon, merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il a été stressé. Je ne vois pas. 21 ans, t'imagines, c'est hyper tôt. Les Porsche, il y a beaucoup de gens. J'allais dire un petit peu plus de préparation, mais oui, je pense. Moi j'ai bien aimé son pitch, son idée. Il était posé, c'était fluide, c'était assez clair. Le business model, je ne l'ai pas très bien compris personnellement. Mais du coup, ça nécessite de prendre une position forte, de prendre un parti pris vraiment fort. Et moi, je pense que c'est un risque qu'elle doit prendre. Super énergie, le projet est top, il répond à un besoin qui est clairement identifié. Elle a montré quand même qu'elle connaissait son sujet, etc. Et moi, franchement, j'ai bien aimé. Après, je mets juste des petites réserves sur le business model quand même. Je trouve que c'est juste extraordinaire. Et ça semble en plus infini comme solution. Rebonjour. 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 Léna, encore merci pour ton pitch. Merci à vous. Laurie, merci pour ton pitch et pour la présentation de ton projet. C'était top. Bon, en tout cas, merci pour votre pitch, pour votre présentation. On a adoré ce que vous nous avez présenté. Merci pour ton pitch. Personnellement, et tout le monde était d'accord pour dire qu'on a vraiment aimé ton pitch, ta façon d'exposer ton projet. On a été séduit par l'idée pour aider le monde agricole. Et ça nous plaît énormément. Alors déjà, je trouve qu'en effet, sur de la création de contenu, sur du marketing, tu as tellement quelque chose à faire. On a des questions qui se posent pour nous au niveau du modèle économique de ton projet. Après, du point de vue de votre projet, vous avez un projet qui répond à un besoin clairement identifié. Principalement sur la manière dont ton projet va te permettre de gagner de l'argent. Aujourd'hui, nous, c'est ce sur quoi on s'est le plus interrogé. Ton sujet est aussi frais dans ta vie, dans ta tête.
Et nous, de notre côté, on avait aussi des projets qui matchaient plus avec ce qu'on attendait de Match-Up. On sent que c'est un projet qui est quand même bien abouti dans ton esprit, bien clair, c'est propre. On n'a pas réussi à vraiment comprendre l'impact concret qu'on pourrait avoir avec Match-Up. Si tu venais là, c'était pour lancer d'abord ton prototype, pour pouvoir accéder à quelque chose. Je trouve qu'en 1 mois et demi, tu t'es bien débrouillé. C'est ce que j'allais préciser. T'arrives là quand même. Moi, dans cet esprit, on souhaite t'aider. Franchement, les 5 candidats, c'était 5 bons pitchs. Et donc tu vas obtenir le prix Match-Up. Ah merci, trop cool. Voilà, tu vas obtenir ce prix Match-Up. Alors, je vais avoir plein de questions pour vous tous. Donc c'est trop bien, merci beaucoup en tout cas. Allez, trop cool. On va matérialiser le prix. Ah, trop bien. Allez. Merci. Félicitations à toi. Merci beaucoup. J'espère que c'est que le début de l'aventure tous ensemble aussi. On l'espère tous. Ouais. Et on aura l'occasion de suivre du coup ces aventures pendant un an. Ouais, complètement. Trop bien. Bon, merci à très beaucoup. vite. Merci. Camille. Bonne journée. Ciao. C'était une super expérience. J'étais vraiment stressé à l'idée de pitcher. Je suis extrêmement reconnaissant envers le jury. Et puis au-delà du prix, ils m'ont donné plein de conseils. Mais en tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe Match-Up et Dougs, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et merci à tous. Bon, aujourd'hui, franchement, les 5 candidats, ça nous a vachement plu. Mais il a fallu décider. On a choisi Camille. C'est le projet qui nous a porté le plus dans nos cœurs, dans la possibilité de réalisation immédiate. Et on a vraiment le sentiment que nous allons pouvoir lui donner un gros coup de main pour pouvoir réussir son projet. À très vite!